Alors très rapidement, un exemple de question, par exemple. Donc voilà, est-il important? Donc on a essayé d'aborder vraiment tous les thèmes, même les thèmes qui n'étaient pas forcément très politiquement corrects ou très faciles à amener. Par exemple, est-il pour vous important de vivre, alors pour vous et votre famille, de vivre dans un endroit où vous pourrez côtoyer régulièrement des personnes immigrantes? Pour certaines personnes c'est important, pour d'autres non. Faites-vous des rencontres aussi facilement avec les Québécois qu'avec les personnes immigrantes? Bon, bah là, si on va envoyer dans une région où il n'y a quasiment pas d'immigration, ça peut être effectivement une question à poser dans certains cas, même si ce n'est pas le seul élément sur lequel vous allez vous baser. Ouais. Ouais. Alors, le deuxième outil, c'était partir du constat suivant. C'est que, voilà, très souvent, quand on décide de partir en région et qu'on a un emploi, l'employeur ne va pas vous dire « Ok, je vous attends dans 6 mois ». Il va plus souvent vous dire « Bon, bah voilà, je vous attends dans 1 semaine, 2 semaines, peut-être maximum 1 mois, mais rarement plus ». Donc, comme le disait très justement Marie-Soleil, parfois, la préparation au départ, en tout cas quand elle est très dans un temps très court, c'est la préparation des déménagement. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes thèmes qu'on va pouvoir préparer en amont. Par exemple, le réseau, ça sera peut-être un peu moins important à partir du moment où la personne, dans sa tête, elle s'est dit « je vais partir ». Par contre, il y a certains éléments qui sont aussi très importants. Je pense notamment à la concertation avec l'organisme d'accueil sur place. C'est-à-dire que ce dont les conseillers du promis ne pourront pas s'occuper à Montréal, il faut être sûr que c'est quelque chose quand même qui va être abordé à un moment ou à un autre. Parce que même si on part en urgence et qu'on n'a qu'1 semaine pour partir, une fois qu'on arrive sur place, c'est quand même agréable, voire nécessaire d'avoir un réseau et de pouvoir rencontrer du monde. En tout cas, avoir des opportunités pour rencontrer du monde. Donc voilà, on s'est intéressé essentiellement au déménagement, très important, le plan d'action du déménagement, le logement, ça c'était aussi un des gros problèmes qui ressortait, c'est-à-dire qu'on doit partir en 2 semaines, très souvent il y a des aspects comme comment on résilie le bail dans un temps aussi court, comment on se trouve un appartement dans un endroit où on ne connaît absolument personne, on ne sait pas forcément comment ça se passe les politiques de logement là-bas, donc certains points sur lesquels on a mis beaucoup plus l'emphase, et puis les besoins de la famille, parce qu'il faudra quand même mettre les enfants à la garderie ou à l'école. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelques points là-dessus. Non, c'est ça, on l'a fait sous forme de carte mentale aussi. On a une petite liste parfois. La liste est plus rassurante et plus simple à utiliser aussi, vu que c'est vraiment des choses à faire, un aspect pragmatique, donc au niveau de céder le bail, faire le changement d'adresse, trouver un logement. Donc je vais vous les faire circuler aussi. Donc ça permet de rien oublier. Puis comme je disais, c'est rassurant aussi pour le client. Ouais. Ouais, on peut passer. Ah, voilà. Alors le troisième outil, assez rapidement, en fait, cet outil-là a été décliné en 2 versions, c'est-à-dire qu'il y a une première version où les conseillers du promis ont des rencontres de groupe, et là, ils peuvent aborder la question de la régionalisation en disant, bon, bah voilà, il y a une option qui n'est pas souvent considérée par les personnes immigrantes, c'est la régionalisation, et ça peut apporter des choses assez intéressantes, aussi bien au niveau de se trouver un emploi que les conditions de vie et les autres éléments qu'on avait abordés. Donc, pour ça, il faudrait faire une présentation des régions qui ne soit pas trop rébarbative et en même temps qui apporte des éléments importants pour les différents candidats à la régionalisation, les personnes qui pourraient éventuellement avoir envie de partir. Et donc, l'idée, c'est de le faire sans trop généraliser, c'est-à-dire que montrer qu'il y a une diversité en région, montrer qu'une zone rurale ou une grande ville en région ont des choses différentes à offrir. Et donc, c'était un petit peu de partir de là. Donc, la version en groupe, c'était plus par un prési qui avait été développé, c'est-à-dire que... Une carte du Québec interactive, exactement. Dans le fond, où on peut zoomer sur la région puis avoir de l'information pertinente. Des fiches d'information sur les régions.
Et puis la version qui était plus utilisée en rencontre individuelle avec des personnes qui voulaient partir en région, c'était une version un peu plus PowerPoint. On pouvait choisir les quelques régions qu'on allait proposer à la personne qui voulait partir en région ou la région dans laquelle il avait envie de partir. Donc voilà rapidement ce que ça donnait alors en version individuelle. Et puis la version précis c'était à peu près la même, sauf qu'on pouvait zoomer sur les régions et qu'on avait une petite carte qui apparaissait. Donc les différentes régions du Québec sont représentées et voilà, il n'y a pas beaucoup de choses finalement à dire sur cet outil. Ça c'est à développer pour des activités de groupe, pour rendre ça plus dynamique, la visite du Québec. Mais l'idée c'est voilà, c'est interactif si on veut, fait que ça c'est à développer, mais c'est intéressant. Mais c'était de donner quand même, l'idée c'était quand même de donner une première vision, un premier aperçu de la diversité des régions aux personnes qui pouvaient éventuellement se laisser tenter par la régionalisation. Par contre, l'outil 4, c'est un outil qui était vraiment central selon nous, parce que comme l'a dit Marie-Soleil tantôt, voilà, il y avait des liens assez étroits que le Promis et les autres organismes en régionalisation avaient avec les organismes qui se situaient, on va dire, dans un rayon de 3 heures en voiture de Montréal, mais peut-être un peu moins dans les régions plus éloignées. Et puis, il y avait un autre problème, c'est que très souvent, comme l'avait mentionné Marie-Soleil, des personnes qui avaient tout un réseau de contacts ou qui connaissaient très 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 bien certaines régions, quand ils partaient, parfois, leurs connaissances, leurs contacts partaient avec eux. Donc, on s'est dit qu'on pouvait monter une sorte de base de données et que cette base de données pourrait être mise par exemple sur le serveur du Promis et pouvait justement servir de documents accessibles à tous les conseillers du Promis, qu'ils soient nouveaux, qu'ils soient anciens, qui viennent d'arriver, et il y aurait une trace de tous les contacts qui avaient été pris par les anciens conseillers, le type d'échange qu'il y avait eu, c'est-à-dire, un tel par exemple, si tu cherches un logement, ça pourrait être super. Un tel, dans telle région par exemple, ou dans tel coin, il n'y a pas vraiment d'organisme communautaire, mais je sais qu'il y a un travailleur social de CLSC qui a un petit peu pris le rôle d'intervenant communautaire pour accueillir les gens qui arrivent dans la région. Enfin, ce genre de choses, ça pouvait répondre à beaucoup de problématiques qu'on avait observées à ce niveau-là. Donc l'idée, c'était que plus cette base de données allait se développer, plus finalement les liens seraient plus étroits avec ces organismes et plus il serait possible de réagir en temps réel. Par exemple, un organisme qui appelle et qui dit « Bon voilà, il y a telle entreprise qui a vraiment de gros besoins en emploi, est-ce qu'on peut vous faire parvenir les offres d'emploi ?» Et rien qu'avec ça, ça pourrait déjà faire une grosse différence. Et là, je pense notamment à M. Mario Dubois, qu'on avait vu justement lors d'une présentation à Montfort, qui nous avait parlé des besoins qu'il y avait dans sa région et quelque chose qu'on avait remarqué dans cette étude, surtout dans le Bas-Saint-Laurent, c'est que parfois certaines offres d'emploi qui étaient envoyées par les différents partenaires, par les employeurs, ne se rendaient pas nécessairement, pour tout un tas de raisons, jusqu'aux organismes en régionalisation. Et donc n'arrivaient pas jusqu'aux personnes immigrantes qui auraient pu être volontaires ou vouloir aller s'installer dans cette région. Donc ça, je pense que c'était un outil qui, à ce niveau-là, était vraiment essentiel. Oui, donc on avait déjà un bottin des partenaires, donc des organismes qui nous aident en employabilité en région, puis des organismes d'accueil. Là, c'est vraiment de justement noter à chaque fois qu'on a des échanges avec eux, quels services ils peuvent offrir, sous quelle forme, les particularités, puis aussi d'autres organismes, vu que les régions sont parfois grandes puis qu'il y a peu d'organismes d'acteurs, donc d'élargir aussi. Puis, même dans cette optique-là, par rapport à des employeurs, là, on est en train de penser à faire un bottin d'employeurs aussi avec des offres d'emploi, donc justement que les bouteilles à la main ça serait vraiment super. se perdent pas. Oui. Dans le détail comme vous, mais quel est le lien avec les candidats disponibles sur la plateforme d'Emploi Québec? Parce que vous avez le propre BD, mais il y en a des migrants reçus en processus qui s'inscrivent également. Est-ce qu'il y a un lien entre votre BD et
puis celle... Possiblement, si la personne est inscrite sur Emploi Québec aussi, mais c'est des réseaux différents. Parce que Donc, les c'est d'autres façons d'atteindre les candidats aussi. Parce qu'il y a des gens qui me signalaient simplement, et tout ça comme ça, je ne sais pas si c'est systématiquement vrai dans tous les organismes, mais beaucoup d'organismes d'employabilité ont des candidats qui ne vont pas nécessairement, disons, n'ont pas de profil se retrouver sur le web ou sur la plateforme d'Emploi Québec. On parlait d'un 15 peut-être qui échappent, ou j'appelle ça des candidats cachés, qui échappent un peu, par exemple, dans le cours manufacturier, s'ils ne consultent pas des organismes d'employabilité, mais qu'ils ne consultent que les plateformes web d'emploi ou encore des organismes. Il y a différentes plateformes web d'emploi déjà qui transmettent certaines offres d'employeurs. Le problème, c'est que, alors, c'est à chaque fois certains employeurs et c'est pas quelque chose qui évolue vraiment avec le temps. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est que vraiment, chaque fois qu'un nouveau contact est fait, il est répertorié dans cette base de données. Et donc, au fur et à mesure, ça fait qu'on peut se retrouver avec vraiment beaucoup d'acteurs dans une région. Ça prend du temps, c'est-à-dire que c'est vraiment un à la fois, mais si on se projette dans peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, on peut se dire que cette base de données sera vraiment beaucoup plus importante et que même quelqu'un qui arrive ici, il aura énormément de contacts. Mettons qu'il y a un candidat qui voudrait partir, je sais pas moi, centre du Québec, il aura énormément de contacts à ce niveau-là. Et aussi dans les régions plus éloignées, ce qui est pour le moment là où le bas blesse un petit peu. Oui, c'est pas tout simplement une base de données, c'est qu'en fait on accompagne les personnes, on les prépare aussi, puis c'est un réseau de référence, je dirais. Donc, tu sais, c'est beaucoup plus vivant. Il y avait des finaux qui voulaient aussi. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on a toujours retenu une ressource dans le cadre de nouveau projet avec le ministère pour développer cette base de données-là, non seulement pour Promis, mais pour l'ensemble des organismes qui travaillent sur l'organisation à Montréal. Ouais. Alors, il faut prendre moins que 2 ans. On risque de l'avoir d'ici la fin de l'année financière. Ouais. Delphino, tu me voles mon punch, ça je vais répondre dans la discussion. Non, c'est déjà une discussion avec ça, mais oui, justement, l'idée c'était de mutualiser un petit peu cette base de données avec les autres organismes en régionalisation de Montréal. Et rien qu'avec ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire dans le sens où chacun va mettre ses contacts et donc on va se retrouver avec une base de données qui sera vraiment très importante. Et puis pour faire du pied à ce que vous disiez sur la plateforme Emploi Québec, écoutez, objectivement, Emploi Québec, le site d'Emploi Québec est une mine d'or, c'est-à-dire qu'on peut vraiment trouver beaucoup de choses dessus, mais ça peut prendre un temps infini avant de trouver ce qu'on cherche réellement dessus. Je pense que ce qu'il faut le plus, ce qu'il faut aller chercher, c'est les organismes qui offrent des services qui font le plus pertinent possible. Aussi, ouais. Ouais. Alors, il y a des institutions qui sont déjà là, qu'on va faire référence. En même temps, il y a des organismes qui ont des services beaucoup plus adaptés et taillés sur la mesure des candidats, c'est ceux-là qu'on va bien identifier. Et enfin, le dernier outil, c'était un document de jumelage. Alors ça répondait en partie à la question du réseau, que ce soit social ou professionnel. Dans les entrevues que nous avions fait avec les personnes immigrantes, surtout les personnes qui étaient revenues à Montréal et dont le projet, finalement, c'était pas si bien passé que ça. Le manque de réseau, l'isolement, c'était vraiment quelque chose qui était revenu constamment. Le fait parfois de ne pas savoir par où commencer pour faire ses marques. C'est-à-dire que oui, l'organisme communautaire peut rendre des services réellement précieux, et je n'insisterai jamais assez là-dessus, quand on arrive en région. Le problème, c'est que l'organisme communautaire, c'est déjà une institution, et on sait que il y a beaucoup de personnes, que ce soit l'emploi, que ce soit qui ne vont pas ou qui ne vont pas aller systématiquement dans les organismes communautaires. D'un autre côté, il y a aussi le côté expérience vécue, c'est-à-dire que même si c'est parfois un peu moins fiable, il y a des personnes qui se sentent beaucoup plus à l'aise dans une dynamique bouche à oreille. Je connais quelqu'un, donc je vais plus croire ce que cette personne me dit que quelqu'un que je ne connais pas. Et donc, le fait de s'appuyer sur l'expérience vécue d'une personne qui soit elle-même immigrante, qui ait vécu la première immigration à Montréal, puis une autre immigration en région, puis dans la même région, on s'est dit que ça pouvait apporter une valeur ajoutée. Et puis beaucoup de personnes, justement, dans les entrevues, nous disaient « Si seulement je connaissais quelqu'un qui était passé par les mêmes étapes que moi, j'aurais vraiment eu besoin de lui parler à cette personne. » Et donc,
ça c'est quelque chose qu'on a gardé quand même un bon bout de temps dans l'arrière de notre tête sans savoir réellement comment on pouvait mettre ça en forme. Et puis finalement on est venu avec cette idée d'un document de jumelage, c'est-à-dire qu'une personne qui serait partie en région au moment de faire le suivi, c'est-à-dire une fois qu'elle commence à être un minimum installée, l'idée c'est de la solliciter, de lui demander si elle serait d'accord pour être contactée par une autre personne. Donc bien sûr, étant donné que ça se fait sur la base du volontariat, on lui laisse toute l'attitude. Elle peut être contactée par téléphone, par courriel, elle peut dire ou ne pas dire dans quel secteur d'activité elle travaille, parce que ça aussi ça peut être important pour les personnes qui partent pour l'emploi. Mais au-delà même de l'emploi, on s'était dit que le fait de connaître quelqu'un qui a vécu un petit peu la même expérience, ça peut être précieux dans le parcours d'une personne qui vit le projet de régionalisation. Donc, avec ça, en plus, on aurait le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'un côté, les organismes communautaires, parce que le bouche à oreille peut aussi avoir ses limites, et l'expérience vécue. L'expérience vécue, puis aussi, quand la deuxième personne donc, arriverait dans la même région que la personne avec qui elle est jumelée, elle peut bénéficier de son expérience, d'un certain réseau social qui est déjà construit. Donc, c'est beaucoup ça au niveau du réseau social, là, de faciliter les choses. Voire professionnel si jamais il travaille dans des secteurs relativement proches. Donc oui, comme j'avais dit à la fin, le défi, et c'est vraiment un défi, c'est d'avoir le consentement libre et éclairé des participants. C'est-à-dire que quand on a développé cet outil au début, il était question de faire ça pendant le départ en région ou juste avant le départ en région. Et là, Marie-Soleil et ses collègues nous avaient dit, oui, mais une personne qui part en région, tout son esprit est occupé par son déménagement, son consentement ne sera pas forcément libre et éclairé. Ça sera un consentement en disant, pour le moment, j'ai pas le temps d'y penser, on verra plus tard. Donc l'idée, c'est peut-être de mettre ça un peu plus tard, c'est-à-dire une fois que la personne est arrivée, une fois qu'elle est un petit peu installée, il y a un petit suivi qui se fait justement des conseillers envers les personnes qui sont déjà installées en région. Donc, voilà, l'idée c'est peut-être de proposer ça au moment du suivi et puis de voir si la personne est d'accord ou pas. Ou tout simplement, parce que ça peut être quand même beaucoup de travail d'avoir une banque de jumelage comme ça, mais nous on a quand même la liste de toutes les personnes qui sont établies dans les différentes régions. Donc, de les contacter tout simplement au moment venu. C'est une personne qui est intéressée à avoir un jumelage pour savoir si elles sont prêtes à le faire. Là. Donc, mais c'est d'avoir ce réflexe-là aussi, de proposer un jumelage quand la personne le souhaite, ou en tout cas d'avoir des réflexes à ce niveau-là pour favoriser le maintien, l'intégration de la personne. Voilà, d'où l'importance de travailler vraiment en étroite collaboration avec des personnes en première ligne qui savent exactement comment ça se passe. Donc voilà, on arrive un petit peu à la fin de cette petite présentation. Donc l'idée maintenant, c'était de voir un petit peu des pistes pour bonifier ces outils. Donc comme Delphino l'a montré, par exemple, l'outil de base de données des organismes, justement, peut être bonifié justement si on se met en commun, c'est-à-dire si on met en commun les différents organismes de régionalisation. De la même manière, et puis là c'est peut-être moi qui pousse un petit peu la chose trop loin, mais parmi vous, s'il y en a qui travaillent en région, ça pourrait être aussi intéressant justement de parler des différents acteurs de votre région, ou d'amener différents acteurs de votre région pour les rentrer dans cette base de données. Je pense par exemple au défi du logement. Voilà, le logement est un gros défi, un défi de taille quand on va s'installer aux régions, plus particulièrement encore quand on va s'installer en région en urgence. On a eu beaucoup de personnes interviewées qui disaient que, elles ne savaient pas forcément où chercher, quand elles cherchaient, parfois on appelle, la personne vous dit pas de problème, le logement est libre, on se présente, non, il a déjà été loué. Que faire contre ça? Donc je ne veux pas dire que ça c'est général, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Dans ces cas-là, le fait de disposer d'une base de données de personnes dont on sait qu'elles ont pris contact en amont avec le PRONI, ça pourrait justement faciliter l'intégration en logement des personnes. Donc voilà, du point de vue des chercheurs, c'est clair que quand on a vu, à la fin de ce projet, on s'est rendu compte que
bah oui, on avait pu peut-être faciliter certains aspects du travail des conseillers, mais il y avait d'autres éléments plus structurels qu'on n'avait pas forcément pu toucher réellement. Par exemple, bah, je ne sais pas, je vous dis ça assez rapidement, mais par exemple, il y a des MRC qui jouent un rôle vraiment très actif, ou des municipalités qui jouent des rôles très actifs dans l'attraction de personnes immigrantes venues de Montréal. Il y en a par exemple qui se mettent en contact avec des employeurs, en contact avec des organismes communautaires, justement pour aller recruter à Montréal parce qu'ils font face à de grosses difficultés de main-d'œuvre, une grosse pénurie de main-d'œuvre. Donc, je ne sais pas, de manière générale, dans les différents projets de recherche que j'ai eu à mener sur cette question et sur d'autres, on dirait que plus il y a d'acteurs impliqués justement dans ce projet de régionalisation, plus il y a une réelle possibilité de maximiser les chances de succès des candidats à la régionalisation. Donc l'idée c'est qu'on n'ait pas des MRC qui travaillent de leur côté, des employeurs qui travaillent de leur côté, des organismes communautaires qui travaillent de leur côté. L'idée au contraire c'est d'impliquer le plus de joueurs possible là-dedans pour pouvoir ensuite mener des actions de plus grande envergure. Un exemple très concret, c'est que j'avais fait une recherche justement qui était dans le centre du Québec, et là-bas, il y avait une société de développement économique qui s'était mis en lien avec plusieurs employeurs, qui s'était mis en lien avec la MRC du coin justement pour organiser des venues plus régulières à Montréal pour pouvoir recruter des gens aux différents salons de l'emploi, carrière, etc., etc. Il y en a d'autres qui, justement, font cette sorte de réseautage pour aller recruter à l'international directement. Il y en a d'autres qui le font justement pour se créer un bassin, parce que très souvent, on s'est rendu compte que quand on commence à avoir des personnes immigrantes qui travaillent dans une entreprise, très souvent, en tout cas, ça se passe comme ça qu'on a, on va dire, un seuil critique, mais très souvent, le bouche à oreille va permettre de recruter aussi d'autres personnes dans les réseaux des différents employés. Ça, c'est aussi quelque chose qui marche très bien. Au-delà de ça, le jumelage aussi, c'est bien parce que le jumelage va vous permettre, alors c'est pour ça l'outil qu'on a fait, mais bon, le jumelage, s'il était systématisé, on va dire, ça permet non seulement de pouvoir connaître un petit peu comment on travaille dans la région, comment on travaille dans ce secteur d'activité, mais ça permet aussi de connaître un peu mieux la personne avec qui on travaille, que ce soit son jumeau, son mentor. Et parfois, en tout cas c'était le pari un petit peu qu'on faisait en proposant cet outil, c'est que parfois quand il y a un jumelage, la relation va peut-être dépasser le cadre strictement professionnel, et puis on va commencer à jaser d'autres choses, des enfants, je sais pas moi, du match de soccer, de hockey, whatever, mais on va commencer à se connaître. Et en se connaissant, là, on va ouvrir des portes. Donc voilà, du point de vue des conseillers, je ne sais pas si toi, tu voyais quelques pistes qui pouvaient être intéressantes, justement. Je ne sais pas, par exemple, les voyages exploratoires. Moi, c'était un truc, tu sais, pendant cette recherche qui m'avait vraiment convaincu, en me disant, même si c'est court, ça donne quand même au moins un aperçu visible. Donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose qui pourrait être encouragé. Les séjours exploratoires, c'est déjà en place. Au niveau de la bonification, nous, c'est vraiment de continuer à travailler avec ces outils-là, à les améliorer avec les nouveaux conseillers qui arrivent aussi. Développer justement la base de données des ressources en région, faire plus de jumelage, développer aussi les présentations de groupe, donc des présentations plus interactives du Québec. Donc on continue à travailler là-dessus, mais déjà ça nous a permis de bonifier nos pratiques. Ok. Delphino, Anne-Marie, si jamais vous pensez à des choses qui pourraient être pertinentes ou... Je pense qu'il y a un point de vue qui manque, c'est celui de l'organisation, parce qu'on est intéressé dans le fond à voir comment on peut prendre des pratiques, pas seulement chez nous, mais ailleurs aussi, qui sont historiquement plus éclatées dans le fonctionnement pour aller chercher des personnes immigrantes et les accompagner par la suite pour aller en région. Je dis chercher parce que dans le fond, un peu la démarche était de savoir si on pouvait effectivement les intéresser et vendre des régions.
on a développé une compréhension plus sophistiquée depuis pour dire que c'est une option, il faudrait le travailler si les gens comprennent bien les enjeux, ils sont prêts aussi à investir les efforts parce que ça demande quand même quelque chose d'important. Et pour l'organisation, promis, quand on a travaillé avec les équipes pour établir ce projet avec le CRAUC, c'est de dire comment on est capable de prendre une démarche qui semble un peu éclatée, resserrer effectivement les pratiques d'approche beaucoup plus structurante, mais beaucoup plus aidante. Alors, le counseling en emploi est dans quand même de l'épine dorsale, mais bâti autour effectivement des outils que vous avez développés, qu'on a développé le conseil avec vous autres, pour s'assurer que l'accompagnement devient le plus intéressant, le plus motivant, le plus soutenant possible pour le client. Alors, Bootcamp n'est pas juste une cible de comptabiliser pour l'organisation comme un chèque qu'on fait pour le ministère, mais en fait, un accompagnement pour réaliser un projet de vie de quelqu'un qui va aller vivre quelque part et on est responsable de s'assurer qu'il y a tous les éléments nécessaires pour réussir cette grande démarche-là. C'est dans ce sens-là qu'on n'a pas fini. Non, c'est vraiment un travail en cours. Là, on travaille dans le dernier aspect qui, dans le fond, avec les équipes, une prochaine étape qui s'en vient, c'est de dire comment effectivement qu'on peut mieux saisir les bonnes pratiques dans ce domaine-là, qui s'inspirent des approches en counseling, des approches aussi en intervention psychosociale. Mais comment on est capable de faire ça en fonction des organismes en régionalisation à Montréal, pour influencer ça en région, pour dire voilà effectivement les nouveaux indicateurs, les nouveaux points de référence de bonnes pratiques. Parce que veut pas, on n'en a pas avec ça. Ou alors s'il y en a, parfois ce sont aussi des bonnes pratiques. Je sais que justement, lorsque je suis allé présenter ce projet, il y a eu 2 présentations en région, dont une vous étiez là, et souvent des intervenants communautaires ou même des employeurs d'entreprises qui disaient mais oui, mais nous on aimerait, on crie, vraiment on crie pour avoir plus de main d'œuvre, on serait prêt à faire presque n'importe quoi pour avoir plus de main d'œuvre. Quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les choses qu'on pourrait vraiment mettre en place pour avoir ça, parce que à écouter, on avait l'impression, en tout cas pour certains employeurs, qu'il en allait réellement de leur survie. Et puis même parfois, j'exagère un petit peu, mais presque des fois dans certaines localités de la survie de la région, c'est-à-dire certaines personnes qui disaient oui, mais alors maintenant l'école a fermé, donc les perspectives sont vraiment très très difficiles, les employeurs ferment aussi régulièrement, donc qu'est-ce qu'il serait possible de faire à ce niveau-là? Et donc voilà, moi c'est qu'une piste, et puis c'est là où on va vous ouvrir vraiment à la discussion, parce que chacun d'entre vous, selon moi, aurait des pistes à ce niveau-là. C'est vraiment d'impliquer le plus d'acteurs possible localement, et comme le disaient Delphino et Marie-Soleil, aussi de resserrer les liens au maximum avec les organismes en régionalisation montréalais, parce que voilà, encore une fois, il y a beaucoup d'employeurs. Je me rappelle d'un employeur sur la côte nord rencontré récemment qui disait qu'il y avait énormément de besoins et il y avait très très peu d'offres d'emploi qui se rendaient jusqu'à Montréal. Alors qu'à Montréal, il y aurait probablement une main-d'œuvre de gens potentiellement intéressés pour ça. Alors pour les bonnes pratiques, voilà, le fait d'impliquer plusieurs acteurs ensemble, ça peut donner des résultats aussi très concrets. Je repense justement à une personne travaillant chez Olimel qui disait justement qu'elle avait pris langue avec la MRC, avec certains organismes, avec la société de transport du coin, etc., pour mettre en place un système de navettes de bus. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut peut-être pas faire forcément quand on est tout seul ou une PME, mais assurément, si plusieurs entreprises se regroupent, vont voir la MRC et essayent de mettre ça en place, c'est quelque chose qui peut être du domaine de l'envisageable. De la même manière, ces liens-là, renforcer ces liens-là, ça peut être important, ça peut se faire aussi par une plus grande attention accordée à la famille. C'est-à-dire que quand on est en famille, penser à des débouchés possibles pour des personnes, pour le ou la conjointe, ça peut être aussi essentiel et ça peut être aussi quelque chose qui serait pris en charge aussi sur place. C'est-à-dire que les conseillers essayent d'en faire un bout, mais dans le cadre d'un départ en urgence, par exemple, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut prendre en compte. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on n'insistera jamais assez. Je rajouterais la gestion de la diversité aussi. Il y a comme la Très pensée important, magique de ouais. dire
j'ai besoin de 10 journaliers, de 10 travailleurs pour la semaine prochaine. L'employeur n'est pas sensibilisé à des cultures étrangères. Les employés, est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils participent à l'intégration? Ça peut très mal se passer s'il n'y a pas de préparation, de sensibilisation. C'est un point essentiel que tu as Donc, donné. justement, la concertation en région entre les différents acteurs permet ça aussi. Oui, ça c'est un point capital. Je te remercie de l'avoir amené. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais travaillé en contexte de diversité et vraiment dans les différentes recherches menées, il y a très souvent une différence très prononcée entre les personnes qui ont essayé de se préparer en amont là-dessus, c'est-à-dire qui sont allés voir l'organisme communautaire du coin pour se former les cadres, former les employés, qui sont aussi qui se sont mis en lien parfois avec d'autres employeurs qui, eux, travaillent en contexte de diversité, qui ont mis en point des bonnes pratiques, parce que parfois, le langage d'un employeur à un autre, ça passe encore mieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas sous-estimer non plus, parce qu'une personne qui n'a absolument rien préparé à ce niveau-là, et qui ne connaît pas du tout l'interculturel, c'est-à-dire dans sa vie privée non plus, c'est une personne qui risque, sauf exception, de passer à côté de certaines choses et de succomber au mode pensée magique, comme tu dis. Ouais. Cette intervention, oui. Je trouve ça génial, ce que vous avez fait. Je ne sais pas, il y a peut-être eu des études sur la question, quand on parle le plus possible du point de vue des entreprises. Ouais. On parle de préparer les candidats, les conseillers ont des outils, les bonnes pratiques. Je ne sais pas si au LECI ou ailleurs, au Midi, on a pensé à ça, mais j'imagine. Mais en tout cas, dans notre secteur, les gens ne connaissent pas vraiment les bonnes pratiques, ils n'ont pas d'outils. Nous, on pourrait adapter ça pour les manufacturiers, par exemple. Mais je veux dire, est-ce qu'il existe une étude qui a été faite sur la question il y en a beaucoup, des même. bonnes pratiques pour un point de vue employeur, comment se préparer considérant l'écosystème? Oui. Je pense que sur le site d'Emploi Québec, il y a un guide pour les employeurs complet, assez volumineux, mais très bien fait aussi. Donc, il y a ce qu'il faut, mais c'est d'être au courant que ça existe, de considérer ça avant d'accueillir aussi le... Et puis parfois, c'est important le sur-mesure, parce qu'en fait, souvent, le problème dans que ce soit les cabinets de consultants, que ce soit même les sites assez généralistes, c'est que ça ne va pas forcément être adapté aux défis d'un secteur d'activité ou d'une profession. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire que très souvent, non seulement il faut le langage, mais il faut aussi connaître un petit peu l'organisation, la culture d'entreprise. Parce que l'idée, c'est pas de faire table rase et puis de reconstruire par-dessus. L'idée, c'est vraiment d'arriver à prendre en compte les défis, les enjeux qu'a l'employeur, et de dire que l'adaptation des pratiques va se faire presque sur mesure. Enfin, le meilleur accompagnement, selon moi, c'est comme ça. On parlait d'Emploi Québec, une trousse et tout ça. Mais autrement, vous avez une trousse, oui, vraiment. S'il y aurait cette approche-là pour les entreprises, se taper 10, 15, 20 pages, avoir une approche comme ça, synthèse. On serait prêt Parce que à faire un contrat avec vous autres pour produire une initiative. Mais on dit ça. Parce que les outils qui sont faits pour les moyennes et grandes entreprises. On sait qu'en région, il y a beaucoup d'entreprises, des petites entreprises, qui n'ont même pas de fonction ressources humaines. Donc, sur la règle d'une structure, un grand processus, c'est plus difficile, c'est pertinent. Mais moi, je trouve que cette approche géniale pourrait être exploitée pour des petites entreprises. Un kit, fast track, synthèse, en tout cas. D'accord avec Intéressant. Moi, je vois que ça pourrait être très mais très sérieusement, enfin, voilà, c'est quelque chose dans lequel le premier pourrait vous aider. Je sais que nous, on fait de l'accompagnement d'entreprise aussi, que ce soit à un niveau plus sectoriel ou une entreprise, mais ça on le fait. Et l'idée, c'est justement d'avoir quelque chose qui correspond réellement à vos besoins. Par contre, en tout cas, je vous le dis pour moi, pas pour le premier, mais c'est que il n'y a pas de recette clé en main prête à l'avance. C'est qu'il faut aussi prendre le temps de savoir quels sont vos enjeux, savoir quels sont vos défis pour pouvoir proposer quelque chose qui ait de l'allure. Vous voyez, donc ça prend quand même
un minimum de temps. Je ne veux pas vous faire peur. Et Ça- l'expertise aussi. Et d'expertise aussi, effectivement. Ouais.